Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J et particulièrement ravi d'accueillir mon invité aujourd'hui. Voilà maintenant quelques 50 ans que de sa gouaille inimitable, il nous offre des dizaines de refrains qui font partie intégrante de la bande originale de nos vies. Chansons d'amour ou chansons plus engagées, quels que soient les modes ou la tendance, il a toujours mis un point d'honneur à chanter ce qu'il voulait lorsqu'il le voulait. Et comme il n'est pas réputé pour manier spécialement la langue de bois, j'ajoute que c'est toujours un vrai plaisir de l'interviewer. C'est monsieur Daniel Guichard que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui. Salut Frédéric. Bonjour Daniel, comment ça va ? Ça va bien et toi-même? Alors on se tutoie, on se Ça voit. fait tellement longtemps qu'on se connaît, on n'est pas un vieux couple, mais on se connaît depuis longtemps. Pas loin. Ouais. Tu connais la phrase, tu connais la blague de François Mitterrand qui est élu président de la République et le vieux cantonnier, le garde champêtre qu'il a vu grandir, qu'il a vu en culotte courte, vient lui dire, bon, et moi attends François, il n'y a pas de monsieur le président, hein, c'est le 10 mai 81, moi je continue à te tutoyer. Il le regarde droit dans les yeux, il lui dit, c'est comme vous voulez. Donc nous allons nous tutoyer avec grand plaisir. Mais en sachant que quelque part, il y a du you derrière, du vous à l'anglaise. Voilà. On devrait se dire you, ça ferait chic. Ça fait encore snob, mais ça serait encore petite plus... touche. Ça serait plus mieux, oui. Alors, Daniel, comment tu vas en ce moment ? Comment ça va ? Je vais presque bien. Presque bien. Je vais presque bien parce que je fais le chanteur, parce que il y a une tournée qui arrive, parce que on sort de 2 ans de Covid avec tout ce que cela comporte comme pression, comme inquiétude, comme angoisse, comme transformation de la société et des mœurs, et que on se dit ça va pas être simple. Et il suffit simplement de constater d'ailleurs pour ce qui est du cinéma, du théâtre et on se dit mais il y a énormément de gens qui aimeraient bien sortir, qui n'osent pas, qui ont peur d'être malades. On leur raconte tellement de choses à juste titre ou faussement, qu'ils savent plus. Et plus personne ne sait rien, ça veut dire qu'il y a une quantité énorme de gens qui ne demandent qu'à vivre comme ils vivaient avant, entre guillemets, ça me fait drôle de dire ça, et qui ont très très peur de sortir. Et on voit dans les salles de spectacle et dans les salles de cinéma, dans les théâtres, des places vides. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sortir. Et c'est terrible, parce que dans quelques semaines, quand on fera les comptes, on se dira, mais il n'y aura pas de prochaine fois. C'est très clair. Voilà. C'est un message qui est loin d'être alarmiste et qui est pourtant ô combien tragiquement vrai. Mais il faut être conscient. Le cinéma est en train de souffrir. Moins 30, moins 40% dans les salles. Affreux. C'est atroce. On ne va pas citer d'exemple. Ces jours-ci, il y a eu des sorties. On s'est aperçu que dans les salles, il y avait 6 personnes, 8 personnes pour des sorties de très bons films. Au théâtre, avec une vraie promo. Oui. C'est-à-dire que là, on a un état général inquiet de beaucoup de gens. D'abord, la vie va être plus chère et ils savent que ça va être plus cher. Il y a l'histoire du carburant, l'histoire de l'énergie. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat et dans ces cas-là, c'est la culture qui souffre en premier. C'est le superficiel. C'est ce que les gens peuvent considérer comme le non essentiel. Alors, l'essentiel aujourd'hui... Donc ça veut dire, vous sortez, n'ayez pas peur, on n'attrape pas de maladie dans les salles de spectacle. Alors Daniel, ton actualité, c'est le 8 janvier, le Grand Rex. Alors, ce Grand Rex, il va être suivi d'une grande tournée dans toute la France. Il y a des villes, bon, comme d'habitude, il faut aller sur Internet, regarder guichard.com. Une tournée spécialement bien fournie, je trouve. Voilà, ça devrait aller. Mais c'est surtout le Grand Rex qui est l'essentiel, on démarre l'affaire. 2800 personnes quand même au Grand Rex. Oui, mais il ne faut pas rêver, 2800 personnes. Non, c'est 2400 d'ailleurs. Mais oui, je crois que c'est un peu moins. Un petit peu moins. C'est un petit peu moins, mais déjà... si on en fait entre 1800 et 2000, on sera très content parce que ça a été reporté plusieurs fois quand même. Je sais. Il ne faut pas perdre de vue que pour beaucoup d'artistes, pour beaucoup de spectacles, il a fallu reporter et que moralement, beaucoup de gens se demandent est-ce qu'on attend jusqu'à la dernière minute pour savoir s'ils vont le faire ? Et après, non, on ira la prochaine fois. Les places ne se sont jamais retenues autant à la dernière minute. Tous les producteurs, ils vont tous faire des infarctus le matin même. Mais on le fait tous. On le fait tous parce que c'est très sérieux. Sans le public, on n'existe pas. Et moi qui ai la chance de fonctionner, parce que j'ai pas fait de tube depuis bientôt 40 ans, le gitan, je fonctionnais sur ce que je suis, c'est-à-dire on a ton quand public. Même... Oui, on a une estimation de gens qui m'aiment bien, les autres, c'est comme ça. Et on se dit, il y en a une partie qui sait pas si, et ils vont pas venir à la dernière minute. Ou pas. Alors, ton public a été comblé cet été, puisque ce Grand Rex arrive suite à une chanson, une magnifique chanson. Une nouvelle chanson. Qui s'appelle Un matin sur la Terre, et je
propose à nos auditeurs cette chanson de l'écouter tout de suite. On l'écoute. Daniel, cette chanson, auteur-compositeur Daniel Guichard. Mais tu sais, je me suis fait une espèce de challenge. C'est pour ça que l'album n'est pas complètement terminé. Je me suis dit, ça fait bientôt 60 ans que je fais le chanteur, un peu moins. Oui, un peu moins. J'ai signé en 66, donc bon, allez, on va faire 55 ans. Il y a 50 ans de succès, 72, La Tendresse, ça a pas mal marché. Et je me suis dit, je n'ai jamais fait un album auteur-compositeur. J'ai fait des chansons où j'étais auteur, ou co-auteur, ou co-compositeur. J'en ai fait quelques-unes en tant que auteur et compositeur, mais pas beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, écoute, essaye de faire ça une fois dans ton existence. C'est pas facile. Écrire des chansons, les gens croient que c'est simple, c'est pas facile du tout. Alors donc, petit à petit, elles arrivent les unes après les autres, oui. Alors, je précise aussi, Daniel, que depuis plusieurs années, tu es ton propre producteur. Ah ouais. La liberté, cette liberté à laquelle tu es tant attaché, c'est un peu la colonne vertébrale de ta vie. C'est l'essentiel de ma vie. La liberté, elle est à ce prix, c'est-à-dire qu'il faut prendre des risques aujourd'hui pour pouvoir exister. Il faut, parce que d'abord, dans le show business, et tu le sais très bien, on rencontre des gens formidables, fabuleux, étonnants, qui sortent de l'ordinaire, mais on a un maximum de baltringues et de bras cassés. Et ces gens-là... Et moi, c'est pour ça que je t'aime, c'est pour ce genre de vocabulaire, des baltringues, oui, d'accord. Mais c'est des baltringues et des bras cassés, des malhonnêtes, enfin bon, des brasseurs de vent. Alors, c'est comme dans beaucoup de métiers qui génèrent de l'argent, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir le sens de sa propre responsabilité. On se jette à l'eau, on y va, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est de notre faute quand même. Hein. À l'époque où tu as monté dans les années 70, c'était pas la mode, c'était pas tendance de monter son propre label, Q-Close, que tu as monté donc au milieu des années 70. 74. Oui. 74. Tu n'as pas dû te faire que des amis quand tu as dit à Barclay, écoutez, maintenant vous allez me distribuer, pas mais c'est moi le producteur. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Raconte-nous alors. C'est parce que, tu sais comment ça se passe dans les maisons de disques, on choisit des chansons, on les enregistre, ça coûte très cher de les faire, et à l'époque ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, et on m'avait dit dans les chansons, tu choisis 6 chansons, nous on choisit 6 chansons à toi, mais celles que tu choisis, on les laisse faire. Et on m'a dit, en parlant de Mon Vieux, ça marchera jamais parce que c'est une chanson démodée. Donc, comme elle a fait son petit chemin, il y a eu Chanson pour Anna et Mon Vieux. Oui. Je suis allé voir Barclay, j'ai dit, ça va être difficile d'avoir des bonnes relations détendues avec des gens que j'aime bien, mais qui ont un goût qui est un peu douteux. Donc, il a déchiré le contrat, il a dit, tu deviens producteur, avec sa petite voix et son cigare, tu deviens producteur, et je suis resté producteur distribué par Barclay. Mais c'est quand j'ai fait de la distribution dans les années 80, alors là, c'était la castagne avec rock'n'roll. Ah, c'était très rock'n'roll, oui. Et tu as monté ta propre radio, d'ailleurs, j'étais pirate. À l'aube des années 80, Radio Bocal. C'était une radio qui a jamais été autorisée. Je suis resté d'ailleurs la seule radio FM, je crois qu'il y avait que les Libanais qui ont dû rester un petit peu avant moi, mais je suis resté jusqu'au bout, pas autorisé. J'ai fait toutes les demandes officielles, hein, on est bien d'accord. Proprement. Je respectais la loi. Je suis même allé au tribunal parce qu'on m'avait amené au tribunal, mais les juges se marraient parce que je me défendais tout seul et je faisais du français 24 heures sur 24. J'étais condamné une fois à quelques francs de dommages et intérêts, mais on ne m'a jamais demandé de démonter la radio. L'antenne, jamais. Ah non, jamais. Après, ça a été accordé à Europe, bon, ça c'est une autre histoire, mais j'étais teigneux et ça s'est pas passé facilement. Oui. Alors Daniel, aujourd'hui on est sur Radio J, je te rappelle le principe de cette émission. Tu as eu la gentillesse de me souffler à l'oreille 5 chansons qui ont compté dans ton existence, et on va, durant une petite heure comme ça, se promener au gré de tes préférences musicales. Ton amour de la chanson, ça remonte à quand ? Ça remonte à presque toujours tout petit, parce que je chantais sur les marches du 6e étage. Ma mère me faisait chanter les chansons de Tino Rossi, de Guettari, de Luis Mariano, de Dassari. Et en réalité, elle était très fière de la voix de petit garçon que j'avais 3-4 ans. Et j'ai raconté ça d'ailleurs à Tino Rossi un jour, ça l'a fait marrer. Et puis après, j'ai grandi, j'ai eu 13-14 ans, j'ai commencé à faire une mue avec une voix qui plaisait pas à ma mère. Et puis j'avais des copains, j'aurais voulu faire un groupe de rock, mais en réalité, j'avais pas beaucoup de pognon pour acheter du matériel, des guitares et tout, donc je n'avais qu'une guitare sèche, et j'ai commencé à chanter des chansons de Pierre Bassiliou, de Pierre Perret. Tu as toujours été plutôt dans un répertoire
réaliste. C'est Oui. c'est ce que ta voix appelait d'ailleurs. Oui. On écoutait quoi chez monsieur et madame Guichard? On écoutait RTL. Alors, RTL. on écoutait RTL, La Famille du Raton, Sur le banc, enfin, toutes ces chansons-là. Et tout ce qui était très populaire, c'est-à-dire qu'on avait Montand, Chevalier, Piaf, tous ces artistes qui étaient sur les ondes. Et puis, le temps a passé. On avait eu la télévision beaucoup plus tard. Mais... La télévision, on te voit faire ta première télé. Oui. Tu avais alors là, c'est très très drôle. J'ai revu ces images il y a pas très longtemps et j'invite nos auditeurs à aller voir ça. On le trouve sur YouTube ou sur le site de l'INA qui est très bien foutu. Tu avais un oiseau empaillé. Non, c'était un lapin. Un lapin, C'était un genre de, parce que c'était l'époque où je faisais les chansons aussi du Gaufret et de Oui. Bob Dylan traduites, et j'avais plein de trucs en ferraille sur une courroie country. Au jeu Et de la chance, une émission de c'est Raymond ça. Marcillac, Avec, présentée par Roger Lanzac. Et j'avais un lapin Jean Bugs Je croyais que Bunny. c'était un oiseau. Mais non, mais il faut change tes lunettes. Je te jure, en noir et blanc, l'image, elle a un vrai petit qu'elle peu est pas- souffert. elle est pas- Elle a un elle est petit pas peu née. souffert. Toi, on te reconnaît, c'est vraiment toi, quoi. C'est vraiment toi, cette gouaille, ce physique. Tu n'as pas, honnêtement, sans aucune flagornerie, tu n'as pas changé. Mais je croyais que c'était Attends, vraiment une chouette tu à sais, une bout. Frédéric, je t'aime bien, mais enfin, j'ai pas changé. À l'époque, j'avais, je sais pas, 17, 18 ans. J'en ai pris un peu, quoi. On te reconnaît bien, mais on a tous Ah oui, pris on un petit reconnaît peu. bien, oui, on On a tous pris un petit peu. Mais on te reconnaît. Il y a des gens, en 50 ans, on les reconnaît plus. Toi, c'est vrai. pas le cas. C'est vrai que la coiffure à l'époque, c'était celle d'un chanteur qui s'appelait Monty. Oui, Et que Monty. j'adorais. Et, Elle vend des fleurs et bonbons. C'est ça. Et alors donc, j'avais la même coupe que tous les mômes avaient à l'époque, quoi. Alors, le premier de tes choix dans cette émission, dont tu es le patron, c'est toi qui as les clés, ça va nous ramener à tes tout débuts, parce que, je veux pas dire de bêtises, mais le premier grand auteur-compositeur que tu as choisi de nous faire réécouter dans les chansons de ta vie, c'est Francis Lemarque. Et je crois que c'est quelqu'un Ouais, qui a quel compté. personnage. C'est-à-dire que, comme j'étais titi parisien, j'avais le côté gouaille, accent et tout, qui devait gonfler beaucoup de gens très snobs. C'était pas la mode à l'époque dans les Ah, mais années. ça l'a jamais été. Non, mais même non, franchement, j'ai discuté avec Renaud après. a ramené ça dans les années 80. Mais Renaud, on a discuté tous les deux, il connaissait mes chansons Oui. par cœur. On a raté le coup avec moi chez Barclay parce que j'avais eu un costume, une casquette dessinée par Mick Michel, qui était une femme adorable. Et je chantais des chansons, paroles et musique que j'avais faites, des chansons de Bruant, Oui. des chansons que j'avais travaillé avec Francis Lemarque, qui était un bonhomme extraordinaire. Éditeur à l'époque. Il était adorable, gentil. C'était vraiment une crème, un grand bonhomme. Et j'avais fait un album des chansons parce que je suis né à Paname. Et en réalité, on en a vendu 12. Je le dis sans honte parce que c'était difficile. Renaud connaissait toutes ces chansons par cœur. Et je crois que c'est François Bernem, mais je me rappelle plus qui était la femme qui avait travaillé avec lui à la production du premier disque de Renaud. Et Jacqueline Herrich-Schmidt. Exact. Et voilà, les deux avaient réussi avec lui. Ils venaient de chez Barclay. Hein. Oui. Ils ont réussi avec lui ce qu'on a raté avec moi. Et lui, il avait la gouaille, l'humour et tout, et ça a bien fonctionné. Ouais. Et Francis Lemarque, toi tu démarres dans le métier, ce monsieur donc qui est auteur-compositeur, qui est éditeur aussi, donc qui tend la main à des jeunes talents. Qu'est-ce qu'il t'apporte à ce moment-là? Il avait aidé Lama aussi à une époque. Oui, ça. tout à fait. Et il m'a apporté la chose essentielle à ma vie et je lui en rends un grand hommage. Si ses enfants écoutent, il faut qu'ils sachent à quel point j'aimais cet homme-là. Il m'a rendu ce qu'on appelle la sensation d'être populaire. D'accord. Parce que j'étais inconnu, évidemment. Et quand je prenais le RER pour aller au bord de la Marne chez lui, on travaillait des chansons et il revenait sur Paris à son édition et il me ramenait en voiture. Et là, je voyais des gens qui klaxonnaient et qui lui faisaient un petit signe gentil. Mais je disais, tu les connais ? Non, mais ils me connaissent. C'est vrai qu'il avait fait des chansons pour mon temps extraordinaire. Il a fait à Paris, Bien quand sûr. un amour fleurit, ça fait pendant des semaines. Il avait fait des chansons extraordinaires. Et je me suis rendu compte que c'était ça d'être populaire. Et un jour, ça m'est arrivé quand j'ai commencé avec La Tendresse. Je sortais de l'aéroport, je passais devant les taxis et il y a des gars qui ont klaxonné pour me faire un petit signe gentil. Et tu t'es dit là, c'est bon, ça y est. C'est ça être populaire pour moi. C'est des gens t'aiment, ils ont pas acheté de disques, ils sont pas venus te voir au spectacle, ils t'ont aperçu à la télévision. Ils comme ont envie ça. de te dire bonjour. Exactement. Et te dire bonjour et te faire un sourire, c'est ça la popularité. Alors Daniel, est-ce que Francis à l'époque t'a raconté? C'est un passage très émouvant de son livre. Il a fait un livre de mémoire juste avant de nous quitter. Et honnêtement, il y a quelques pages qui te foutent la chair de poule. C'est quand il te raconte sa première rencontre avec Montand. Il va à l'invitation des frères Prévert, Jacques et Pierre Prévert, il se retrouve dans la salle et il voit ce type qu'on ne connaît pas encore bien, dont on dit que Piaf a craqué sur lui. Un peu dégagandé, oui. Voilà, et il se dit,
c'est la plus belle journée et la pire journée de ma vie. La plus belle journée de ma vie, parce que je vais rencontrer le type qui va faire ma fortune. Il va le rencontrer après, et Montand va lui dire revenez avec des chansons. Et c'est la pire journée de sa vie parce qu'il voit ce qu'il ne sera jamais. C'est-à-dire qu'il comprend, oui, c'est vrai. Il comprend exactement ce qui lui manque pour devenir, faire la jonction. Voilà, pour devenir un grand artiste populaire. C'était un immense auteur-compositeur. Ah ouais, mais il était très populaire. Très populaire. Il avait une humilité. J'ai appris à être humble avec lui. C'est-à-dire, il s'en est pas rendu compte, mais devenir populaire pour que les gens te sourient dans la rue, devenir humble, parce que l'humilité, c'est la chose essentielle de ce métier. C'est la plus belle richesse. C'est la plus difficile à acquérir, oui. Et à Paris, il m'avait raconté, je pense qu'il a dû te le raconter aussi, à Paris, Montand a mis des mois et des mois à l'imposer. Il raconte au départ, donc Francis Lemarque lui amène cette chanson, avec d'autres chansons qui vont faire le tour du monde, et à Paris, il la met à son tour de chant, et ça ne marche pas. Et Montand disait, on l'entend raconter ça dans le documentaire de Rothman, je prenais 3 beignes. Trois applaudissements et rien. Et un soir, un 14 juillet, il joue chez Carrère, qui était un cabaret qui était du côté des Champs-Élysées. Il met cette chanson à une autre place qu'au début de son tour de chant. C'est important. Il la met à la fin et les gens se lèvent. Et à Paris, c'est parti. Et c'est important. Ce que tu viens de dire là, c'est dans le tour de chant d'un artiste, enfin d'un chanteur, chanteuse, c'est quelque chose d'essentiel. Je passe ma vie à corriger et à transformer les tours de chant parce que chaque fois, c'est une marche supplémentaire vers le succès de la soirée. Bien sûr. Pas mon succès, le succès de nous tous. C'est les spectateurs qui se disent... La recette. C'est la recette. Le spectacle a passé vite. On a passé un super moment et c'est l'ordre des chansons qui fait tout. Le nombre de fois où je me suis planté, oh là là, mon vieux, on va prendre ça comme exemple. Oui, le nombre de fois où je l'ai pas chanté à la place où il fallait, ça marchait bien, il y avait du succès. Mais la chanson d'avant, ça allait à peu près, celle d'après, elle ramassait quoi. Il y a une façon de structurer. C'est comme si tu invites quelqu'un à ta table, tu vas pas lui filer les plats dans n'importe quel ordre. Le dessert avant le. Voilà. Alors à Paris, c'est la chanson que tu as eu envie de nous faire réentendre. À Paris, Yves Montand, le choix de Daniel Guichard dans les chansons de ma vie sur Radio J. On l'écoute. À Paris, Yves Montand, ton choix, Daniel, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait. Oui. Ton choix, Daniel, dans les chansons si vous voulez. Avec grand plaisir. Il t'est arrivé parfois de laisser passer des chansons? Oui, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai pas eu de regrets parce que en les analysant bien, je me disais qu'elles n'étaient pas pour moi. Il y a des exemples comme ça? Non, il n'y a pas d'exemples qui me viennent parce que ça me donnerait des regrets. D'accord. Et il y a des chansons qui sont allées à d'autres artistes qui ont réussi avec, tant mieux. Moi, non. Mais il n'y en a pas beaucoup, parce que je travaillais très très peu avec les auteurs-compositeurs, parce que je suis un peu caractériel et que je considère que les auteurs sont des gens de talent qui sont très sensibles et tu t'amuses pas à changer les mots, les virgules, les trucs. Et moi, je suis plutôt du genre dévastateur quand un texte m'arrive, quoi. C'est ça, tu mets ta patte, mais c'est légitime en même temps. Quelquefois, oui. Et pour que tu puisses le chanter, c'est quand même mieux. Quelquefois, pas toujours, mais j'ai chanté quasiment aucune chanson sans toucher un mot, quoi. Alors, il y a une chanson, et c'est pas du tout, on raconte pas ça pour faire de la délation, il y a aucune délation, c'est juste le plaisir de raconter que ce que tu disais, effectivement, parfois, en ne prenant pas une chanson, l'interprète donne une chance à celui qui va la chanter. Tout à fait, bien sûr. Je me voyais déjà, Aznavour l'amène à Montand, et Montand lui dit une chanson sur le métier, ça marchera jamais. Il a tout compris. Et Charles a dit, comme quoi il suffit d'une fois. Et le même Charles Aznavour te racontait que quand il rend son texte N'avoue jamais à Françoise Dorin, écoutez, je ne trouve rien dessus. Que c'est Triste Venise, je l'ai mis en musique, voilà, c'est un carton. Et n'avoue jamais, je tourne autour, j'ai fait une musique de merde, voilà, et je vous le rends. Et puis elle l'amène à Guy Mardel et ça fait un succès. Voilà, donc quoi, on peut même avoir du talent en refusant de chanter certaines chansons. Oui, et puis c'est sincère quand on a une chanson ou un texte qui ne te touche pas. Bien sûr. C'est sincère. Si on passait sa vie à calculer en disant mais peut-être que je laisse passer un tube ou un machin. Non, ça te parle ou pas? Ça te parle ou pas? C'est vrai. Alors on parlait de ton premier énorme succès, celui qui a fait que les chauffeurs de taxi ont commencé à faire coucou. La tendresse. C'est vrai qu'au départ cette chanson, la musique avait été proposée à Mireille Mathieu. Oui, et le texte, c'était Patricia Carly. Je la chante toujours parce que la tendresse, c'est tout d'abord un léger fil qui se balance au gré du vent entre deux cœurs. C'était chiant comme c'était pas possible. Il y avait ce refrain là, tendresse. Oui. Et Léo Missire, qui était le directeur artistique de beaucoup d'artistes chez Barclay et le mari de Patricia Carly, m'avait dit écoute, tu enregistres ça, c'est un tube.
parce qu'il savait ce que c'était. Il en avait fait faire à beaucoup d'artistes. Il avait quelques oreilles. Ah oui. Il en avait fait beaucoup de tubes à cette époque-là. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu gardes le refrain. La tendresse, c'est un tube. Bon, j'écoute. Je suis rentré chez moi, j'ai mis 20 minutes à écrire cette chanson. J'ai corrigé tout ce qui me plaisait pas, c'est-à-dire j'ai quasiment tout viré sauf le refrain. Tu l'as réécrite, donc? Oui, mais c'était rapide. Et en fait, avec le temps, on en a parlé il y a pas longtemps, mais il y avait une maturité dans ce texte. J'avais un peu plus de 20 ans. Oui, c'est ça. 22 ans. Bon. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a les tempes grises, qui a... Exactement. Maintenant, ça a plus de poids dans ma tête. Mais à l'époque, j'avais fait ça et ça n'a pas marché. Faut pas croire que on m'attendait dans les radios. Je m'étais planté avec les chansons sur Paname. Oui. J'étais pas le bienvenu, quoi. On a sorti le disque en radio. Il passait pas. Par contre, on entendait beaucoup la version de Bovril, qui est une magnifique chanson. Oui. Et il y avait une chanson aussi, une version que chantait Marie Laforêt. Et il s'est passé un phénomène très marrant. À l'époque, tu le sais très bien, on faisait une chanson, elle ne marchait pas. 3 mois plus tard, on ressortait un autre 45 tours avec d'autres chansons. Et 3 mois plus tard, je sors une chanson qu'on avait écrite avec un pote, ce qu'on pourrait appeler un saucisson, qui s'appelait « Reviens, reviens, si tu le veux un jour. Oui. Reviens, reviens, pour moi c'est toi l'amour. » Bon, c'était sympa. Oui. Et la chanson a été choisie par comment elle s'appelait? C'est Anne-Marie Pesson. Anne-Marie Pesson sur RTL, bien sûr. Qui avait un peu plus de 3,5 millions d'auditeurs. Quand même. Elle prend cette chanson comme jingle en début et en fin d'émission pendant une semaine. Je suis allé lui offrir une fleur, tellement elle était gentille. Et à partir de là, il y a des gens, à la fin de l'été, qui se sont dit, bon, reviens, c'est sympa, mais il y avait la tendresse qui est pas mal. Revenons à la tendresse. Et ça a commencé à décoller à partir de septembre. Et ça a été donc le carton qui a propulsé... Ça a commencé, on a commencé à dire Daniel Guichard, au lieu de dire comme Olivier Guichard, le ministre de Gaulle, Daniel Guichard comme le chanteur, là j'étais fier ce jour-là. Et après on a dit Olivier Guichard comme le chanteur de Daniel. Non, on pensait que j'étais le fils d'Olivier Guichard et que j'étais l'enfant caché, quoi. Il y a des conneries qui se disaient, c'était sympa. Écoute, ça fait vendre du papier, ça fait... c'est bien. Et ça fait écrire les gens qui ne savent pas écrire, c'est très bien. Dans les chansons de ta vie, Daniel, tu as choisi le titre du vétéran de la chanson française. 93 printemps, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'est étonnant ce que ce monsieur dégage encore de présence et de foi en son métier et d'envie de faire des choses. C'est Hugo Frey et tu as choisi son célèbre Sentiano. Bah oui, parce que j'étais fier quand j'avais 15-16 ans pour mes copains de chanter les chansons de Hugo Frey. Et c'était simple, quand tu connais 4 accords à la guitare et que tu chantes plutôt pas mal, tu te débrouilles et tu frimes bien devant tes potes. Alors j'avais Perret, c'est vrai, Vassiliou, mais j'avais surtout Hugo Frey. Hugo Frey, c'était... En plus, il avait cet avantage d'être le grand frère. Quand tu avais 15 ans, si tu veux, c'était le grand frère qui avait 18 ans de plus que toi, 20 piges de plus que toi, qui te parlait de la guerre. C'était la guerre du Vietnam, il y avait plein de choses. Il parlait de la guerre, il parlait de l'injustice, il parlait de la vie, de l'amour, de la douceur des choses. Tu étais obligé de te dire, le grand, il est pas mal, donc tu chantais ses chansons et tu n'étais pas ridicule. Moi, je n'osais pas chanter les miennes parce que c'était pas terrible, mais celle-là, ça... Et donc Sentiano, tu l'as souvent joué. Sentiano, Céline, le petit oiseau de toutes les couleurs, enfin tout. Non, le petit oiseau de toutes les couleurs, c'est Gilbert Bécaud. Ça devait être le rossignol anglais. Le rossignol anglais. Mais de toute façon, c'était un oiseau, c'était un piaf, enfin, il était là avec des couleurs. C'était un oiseau, C'était un oiseau quand même. Mais tous ces gens qui t'ont donc aidé à démarrer indirectement. Qui m'ont donné envie. Oui, et qui t'ont donné envie, qui t'ont prêté le temps de quelques terrasses de café ou de quelques cabarets, le répertoire. Tu as eu le bonheur de leur dire dans les yeux ensuite, je lui ai dit, de les rencontrer, les Pierre Perret, les Hugues. À Pierre, je l'ai dit, à Hugues, je l'ai dit, oui. Parce qu'en réalité, tous ces artistes savent que quelque part, ils ont aidé beaucoup d'artistes à avoir confiance en eux. Bien évidemment. Alors, Hugues, on le disait, il a célébré le 18 août dernier ses 93 printemps. Chez lui, ce sont des printemps. Ouais. Ça t'inspire quoi? Toi, tu viens de fêter tes 74 ans. Ouais. Tu viens de les fêter. Ouais. Tes 74 ans. C'était le 22 novembre, je crois. Le 21 novembre. Ouais, mais tu sais, le niveau de vie, il est pareil, tout diminue. C'est pas le 22, c'est le 21, oui. Donc, le 21 novembre, tu viens de fêter tes 74 ans, chanter jusqu'à plus de 90 ans, et ça t'inspire quoi? C'est quelque chose que t'envisages ou Non, je me pose pas la question. Tant que les gens qui m'aiment bien viendront me voir, ça ira. Quand ils me jetteront des cailloux, on fera autre chose. Mais c'est pas le cas. Hein, non, puis il y a un problème qui est réglé. Hugues chante très bien, donc il a un son de voix, il a une voix, les cordes vocales, ses guitares, tout fonctionne très bien. Il y a des copains qui eux ont
plus de difficultés vocalement, parce que c'est difficile, c'est une performance quelquefois, et la voix, quand elle suit pas, faut faire autre chose. Hein. Et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui, toi, quelques 55 ans de carrière, 50 ans de succès depuis 72, c'est quoi ton moteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves et tu te dis, allez, j'y vais, j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie d'aller les rencontrer? C'est quoi? C'est l'envie, c'est la passion? Non, c'est les spectateurs. S'ils veulent pas venir, ça me fera énormément de peine. Parce que je me dirais, c'est dommage, il y a plein de paramètres qui font qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne peuvent pas. Bon. Et à ce moment-là, ça sera une vraie prise de conscience que la vie change. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Et c'est ça, ce sont ces témoignages qui au quotidien, c'est ton essence à toi. Tous les jours, on reçoit des confirmations affectueuses, intelligentes, de gens que tu as touchés, et grâce à ce que tu fais, tu leur as permis de passer un moment dans la vie, c'est bien. C'est un cadeau magnifique, ça, de pouvoir se dire ça. C'est exceptionnel, c'est un privilège exceptionnel. On parlait de tournée, alors, et Hugues, lui, c'est Santillano, c'est le bateau, c'est quand même le plus grand marin de la chanson française, je crois que c'est celui qui a le plus chanté les bateaux et les animaux. Oui. Toi, au niveau de ton moyen de locomotion dans les tournées, c'est toujours le camping-car? Ah oui, énorme. Oui, les 7 tonnes et demie, 10 mètres de long, c'est comme un petit bateau. Imagine que tu sois dans un bateau qui fait 18 mètres carrés à peu près d'habitable. Bon, il fait 10 mètres de long, tu te gares où tu peux, tu mets le bateau dans un port, et puis de temps en temps, tu changes de port. Moi, je me déplace avec, parce que j'ai résolu mon problème une fois pour toutes, d'aller au spectacle et de dormir juste à côté de la salle. Parce que oui, puisque là, tu peux. C'est terrible. Aller au spectacle, tu vides le coffre de la voiture, tu vas dans la loge, tu revides la loge, tu mets dans la voiture, tu vas à l'hôtel, tu t'en vas. C'est sympa, mais c'est le côté le plus désagréable du spectacle. Tout le reste est sympa. Donc, le fait que je parte avec ta caravane, avec ta maison sur le dos. Mon camion, ma roulotte, appelle ça comme tu veux. Je me suis rendu compte d'abord que j'ai rencontré depuis plus de 15 ans plein de gens fabuleux, fantastiques, puis quelques artistes aussi qui y sont. J'ai vu Lanvin qui, lui, faisait des tournages cinéma avec un très grand camping-car qui lui servait de loge, qui lui servait de plein de trucs. Non, c'est un moyen de se sentir chez soi partout. Et puis c'est le retour à l'essence même de l'artiste et sa roulotte, quoi. C'est vraiment. Il y a un côté gitan chez moi, ou forain, appelle ça comme tu voudrais. Alors, on va laisser le camping-car de côté, on va hisser la grand voile et écouter ton choix, Hugues Aufray, Santillano, que tu as tant chanté. Et que je chante encore de temps en temps. On l'écoute. Santillano, le choix de Daniel Guichard dans les chansons de ma vie sur Radio J. Santillano, c'est la carte d'identité d'Hugues, c'est la chanson qu'il ne peut pas ne pas chanter. C'est quoi, toi, ta chanson, ta carte d'identité, ton tatouage? C'est mon vieux. C'est mon vieux. Ça se discute même pas. Je me pose même pas la question quand quelqu'un me dit ça vous embête de chanter mon vieux? Pas du tout. Tu veux que je te la chante 2 fois si tu veux, c'est pas un problème. C'est aussi un privilège extraordinaire d'avoir fait une chanson qui s'est installée. On a fait ce qu'il fallait en tant qu'artiste au début quand c'est sorti, mais quand le temps a passé et que tu t'aperçois qu'elle t'appartient plus, cette chanson, que plein de gens la connaissent, on se demande qui tu es. Elle est rentrée dans le patrimoine de la chanson française. Oui, dans la mémoire collective. Bon, ça va. Alors, et j'aimerais qu'on revienne 2 minutes sur l'histoire de ces chansons, parce que l'histoire de cette chanson, elle donne plein d'espoir. Elle donne plein d'espoir parce que on peut faire une chanson qu'elle passe inaperçue pendant des années. Cette chanson a été enregistrée par 2 fois. Oui, en 62. Voilà. Elle a été enregistrée 2 fois. Il y avait un texte de Michel Sanlis. Elle avait fait une chanson sur son papa. Qui était employé des chemins de fer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'allusions populaire, ouvrière, militante un peu dans la chanson. Sur une musique de Jean Ferrat, quand même. C'était la musique de Jean Ferrat. Et 10 ans après, j'ai reçu, par le travail normal de l'éditeur que Gérard Mess était, tout un tas de chansons que Jean Ferrat avait fait, des musiques sur des textes de différents auteurs. Oui. Et j'avais cette chanson dans son vieux par-dessus rap et un peu à la cubaine. Oui. Et j'ai dit, c'est sympa, parce que les mots qui sont dits, c'est ce que j'aurais écrit pour mon père. J'avais envie d'écrire une chanson sur mon père. Votre papa ton papa tu peux me dire vous, vas-y, c'est pas grave. Ton papa qui était parti lorsque tu avais 15 ans. Exactement. Et Gérard Mess m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, les choses qui te gênent, tu les fais, on les soumettra. Et j'ai changé plein de choses. C'est-à-dire qu'il y avait 3 couplets, j'en ai fait 4. J'ai enlevé tout ce qui avait trait au chemin de fer, non pas parce que j'aime pas, mais mon père, il travaillait à l'usine. C'était pas toi, c'est tout. Non, puis ça n'avait rien à voir. Et puis il y avait un petit côté négatif dans la chanson. Il y avait des moments
moments où il disait, mais il était pas si mal que ça, mon vieux. Non, jamais j'ai mis en doute. Mon père, il était là, il était comme tous les pères, il allait charbonner, il se levait tôt, il rentrait tard, il était fatigué, et il faisait son boulot de père, voilà. La chute, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa, où vous ramassez tout le monde, où là, la première fois on écoute ça, je défie quiconque de ne pas avoir la gorge qui se serre. Oui. T'as les boules. Il y a des gens qui sont agacés, qui me disent, arrête, à chaque fois qu'on arrive à ce moment-là, je pleure. Bah oui, je suis désolé. Il m'est arrivé sur scène de temps en temps d'avoir les larmes qui étaient retenues à la dernière minute. Parce que cette chanson, elle est d'une grande simplicité, mais elle est tellement vraie. J'ai rien inventé. Hein. Ce qui est formidable, c'est que le par-dessus râpé du vieux que vous chantez, il est universel. C'est-à-dire que chacun peut s'approprier ce papa-là, on l'a tous, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est la force de ce texte que vous avez donc finalement coécrit avec Michel Sanly. Oui, c'est ça. Elle avait fait le texte, moi je l'ai corrigé, après elle a fait la gueule parce que j'ai eu des tas de complications, parce qu'elle n'a pas apprécié qu'on ait remanié la chanson, mais il faut savoir, et tu le sais très bien, qu'à la SACEM, tu n'as pas le droit de toucher un texte déposé sans l'autorisation de l'auteur. Original, bien sûr. Pas du tout de l'éditeur, de l'auteur. On lui demande est-ce que vous êtes d'accord. Donc elle a été d'accord quand on a fait la transformation, elle a été d'accord quand j'ai enregistré la chanson, sinon j'aurais jamais pu. Et elle a encaissé pendant 40 piges les droits d'auteur. Donc, on passe à autre chose. En parlant de... Donc là, vous tu peux me tutoyer, arrête. Ou alors je t'impressionne tellement que tu sais plus. C'est une vieille habitude, Daniel. Tu sais bien, c'est une vieille habitude. Au micro, vous voyez mes invités. Daniel, donc tu as rendu hommage à ton papa avec cette chanson. Toi, aujourd'hui, papa de 4 enfants, quel papa tu es, toi? 7. De 7 enfants? Oui, mais la première est née en 69. Alors imagine, elle a 53 ans. Il faut qu'on revoie ta bio, moi j'ai vu. Non, mais ça fait rien. Mais je sais que tu vis dans le passé parce que t'es un poète créatif. Mais c'est cet enfant. Et quel type de papa tu es alors? Alors, je suis un papa qui a vécu son rôle de papa. J'ai assumé ce qu'il fallait assumer. J'ai fait le maximum. Est-ce que j'ai été parfait? Certainement pas. Est-ce que j'ai fait plaisir à tous mes enfants? Certainement pas. Mais les 7 enfants, la première est née en 69 et le dernier est né il y a 25 ans, donc ça va. Pour ces 7 enfants, un petit extrait de Mon vieux qui va combler nos auditeurs. Daniel, dans les chansons de ta vie, on continue avec une autre chanson maritime, une autre chanson portuaire. Tu as choisi dans les chansons de ta vie Amsterdam, de l'immense Jacques Brel. Ah, mais c'est une chanson que je chante sur scène. Chaque fois, je me dis moi, je vais arrêter de la chanter. Mais elle est tellement extraordinaire. C'est la chanson probablement qui a fait que je suis chanteur aujourd'hui. Parce que j'étais lycéen, j'écoutais les retransmissions d'Europe 1. C'était les adieux de Brel à l'Olympia. C'était son dernier. 66. C'est sa dernière série de spectacles, 66, donc j'étais au lycée. Et j'ai écouté cet état et j'entendais les applaudissements, le public qui voulait pas partir. Et lui, après, quand on regarde les images, il était en peignoir. En peignoir, il venait saluer. Il a 15 ans d'amour. Hein. Mais il a fait un truc formidable. Et je me suis dit, quand ça arrive, ça m'est arrivé... Pas beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé 5-6 fois comme ça. Je peux te dire que tu prends une bouffe terrible parce que les gens sont là, ils t'envoient tout ce qu'ils ont pour te dire on t'aime, on ne sait pas comment te le dire, mais on te le dit. Pas. Mais on te le dit, voilà. Et quand j'ai entendu Amsterdam et quand j'ai entendu la fin de ce récital, je me suis dit, je vais faire chanteur. Et encore une fois, comme quoi vraiment il faut de temps en temps que les artistes aient le talent d'insister. Cette chanson, c'était pas gagné, quoi, honnêtement. Non. Et ne me quitte pas non plus. Ne me quitte pas. Canetti elle lui avait dit c'est déprimant votre chanson. Oui. Piaf lui avait dit un homme ne devrait pas chanter des trucs pareils. Et ça a mis 4 ans. Parce que j'ai discuté il y a quelques années avec l'attaché de presse de Jacques Brel qui m'a dit mais quand on l'a amené ils en voulaient pas parce que d'abord c'était une chanson d'amour vraie qu'il avait vécue. Avec, comment elle s'appelait? Alors, l'histoire dit que c'est Suzanne Gabriello. C'est Suzanne, oui, si. Ça m'a été confirmé parce qu'ils vivaient ensemble et elle n'avait pas le profil de la superstar, l'actrice, machin. Il était amoureux, ils s'étaient séparés, bon, c'était ça. Il avait fait cette chanson, elle a mis 4 ans à être acceptée. C'est un succès mondial. On va chercher à comprendre. Amsterdam, pareil. Alors là, c'est lui qui n'y croyait pas beaucoup. Il avait mise en début de spectacle en disant ça, là, elle est compliquée, et je vais m'en débarrasser.
commencé, et puis voilà. Et puis 64, il la chante, il peut pas aller plus loin. Le public bise cette chanson. Ouais, c'est rare que le public se ça m'est lève. Arrivé, Ça t'est arrivé aussi. C'est impressionnant parce que tu chantes une chanson et ils veulent la deuxième fois que tu la refasses. Un peu à la mode Kalsoum qui chantait des chansons, ça durait la nuit, quoi. Et j'ai eu ça avec mon vieux. C'est vraiment, j'ai eu ça. Tu l'as rencontré, Brel, à l'époque où tu débutais chez alors Barclay? Je vais te raconter une petite... Non, je l'ai vu passer. D'accord. J'étais au premier étage, j'attendais d'aller voir Eddie Barclay, j'étais assis tranquille, et j'ai vu passer Brel avec ses cheveux longs de l'homme de la Manche. C'est ça, 69, d'accord. Il faisait l'homme de la Manche, et il est rentré. J'ai pas osé lui dire bonjour, rien. J'étais scotché. Et puis, j'ai eu une période très, très, très difficile dans ma vie, mais vraiment très pénible. Et je lui avais écrit, je lui avais fait une lettre, et je sais que Marouani, qui s'occupait de lui, Charlet avait fait circuler, il était dans les îles à l'époque, je lui avais envoyé cette lettre, et un jour, Madeleine m'a demandé, est-ce que vous avez eu la réponse de Jacques? Ben, je dis non, parce que il est venu à Paris quand moi j'étais parti la veille. Oui. Donc c'était un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Tout quitter comme il l'a fait alors qu'il était au sommet de son art, c'est courageux. Enfin, cette peur de ne pas faire le combat de trop. C'est un ensemble. Oui. C'est un ensemble parce qu'il a bien défini ce que l'on fait quand on répète la même chanson. On devient habile. Mais il ne faut pas oublier qu'il était malade de trac à chaque spectacle. Oui. C'est-à-dire, il y a un côté monstrueux de l'interprète qui secoue la tête, tu en prends plein partout, mais il ne faut pas oublier qu'il était malade de trac à chaque fois qu'il rentrait sur scène. Oui, il y avait ça. Et puis c'est terrible. Quand on a l'opportunité, l'occasion de se dire, bon, j'ai fait le tour du problème, j'arrête, c'est un stress en moins quand même. Hein. Certes. Et puis, lui, sa crainte, et ça, il le dit dans plusieurs interviews, il en parle plutôt bien, il ne voulait pas devenir adroit, il ne voulait pas devenir habile. Voir la technique et de refaire la même chanson. Et ça t'a effleuré l'esprit, ça, de temps en temps? Souvent. C'est pour ça que je suis une grosse feignasse au niveau de l'écriture, parce que quand on travaille bien, on peut écrire beaucoup. Ça veut dire qu'on va écrire des centaines de chansons. Il n'y en aura que quelques dizaines d'exceptionnelles. Mais c'est une technique. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de cogitation, et je n'ai pas voulu. J'ai toujours été admiratif de Aznavour, Lama, Michel Jonas, ou même de toi quand tu écris. Il y a une façon de travailler, c'est difficile d'écrire des chansons, et je me suis refusé à ça. Oui. Daniel, est-ce qu'il t'est arrivé avec certaines chansons, comme il est arrivé pour le Grand Jacques avec Amsterdam, de ne pas croire trop à une chanson et de voir qu'elle s'impose d'elle-même? Gitan. Gitan, t'y croyais pas, toi? Non, c'est une chanson. On a fait une chanson. C'est Monique Lemarcy d'RTL, qui était la responsable des programmes, qui m'a dit, bon, les deux chansons que tu as choisies et que tu as fait chez Michel Drucker, c'était Les yeux des enfants sont toujours plus grands. Bon, magnifique chanson, ou Dieu te garde s'il n'est pas trop loin de toi. Des belles chansons. Elle m'a dit, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. La chanson que tu dois faire, c'est celle-là. Elle me montre le gitan, et j'étais vraiment persuadé qu'elle avait rien compris. Mais comme je suis pas borné, je l'ai faite dès que j'ai eu l'occasion à la télé. C'était les jeux de 20h, et le lendemain, on vendait des camions. Donc, comme quoi, Monique Lemarcy, si elle nous écoute, on lui rend hommage. C'est quelqu'un qui aimait vraiment... Et qui a aimé les chanteurs, les chanteuses, les chansons, et le public qui aimait les chansons. Eh bien, après ce petit hommage à Monique Lemarcy, quelqu'un que Monique Lemarcy aimait aussi beaucoup et que nous, on aime aussi beaucoup sur Radio J, pour toi, Daniel, Jacques Brel, Amsterdam, on l'écoute. Jacques Brel, Amsterdam, le choix de Daniel Guichard dans les chansons de ma vie sur Radio J. Daniel, nous sommes sur Radio J, c'est l'heure de ma petite question. Et Dieu dans tout ça? Nous sommes sur une radio culturelle et cultuelle. Mais Dieu est quelque chose... Moi, je ne crois pas en Dieu, je suis agnostique, je crois qu'il y a des choses. Je crois qu'il y a des choses, qu'il y a des énergies, des forces, qu'il y a des choses qui sont importantes pour les êtres humains. Ceux qui ont la chance de croire en quelque chose, sincèrement, pas parce qu'ils vont mourir après-demain, mais parce qu'ils y croient vraiment, parce qu'ils y croient. Ils ont la foi, et ça n'est pas une béquille artificielle, hypocrite. J'en ai rencontré plein. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a fait écrire la chanson Ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Voilà, justement, je voulais venir à cette chanson. Mais la réalité, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui ont une vraie foi, parce que c'est un élément de leur vie essentiel. Et c'est quelque chose que tu leur as envie? Ça m'est arrivé de l'envier. Quand ils étaient sincères, oui, ça m'est arrivé de l'envier, mais je ne peux pas me mentir. Ça ne m'empêche pas de rentrer dans une église. J'ai même chanté dans des synagogues, donc c'est pas un problème. Les gens qui ont la foi et qui croient en Dieu,
respectable. Alors justement, je voudrais qu'on parle de cette magnifique chanson que tu as écrite à une époque où c'était assez couillu de chanter ça, c'était assez gonflé de chanter ça. Je te signale que c'est la phase B de Je t'aime, tu vois, et ça date de 74. Et donc c'était quand même assez, on ne parlait pas trop de la crise de foi à tous les sens du terme, et ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Oui. C'est une chanson, je crois. Et à ceux qui l'ont remplacée. À ceux qui l'ont remplacée. C'est une chanson, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je crois que c'est une chanson que tu as écrite en collaboration avec Jacques Demarny et Cyril Assous. Et Cyril Assous. Cette chanson, qu'est-ce qui t'a fait un matin avoir envie de parler de ça? Parce que c'est ma vie. T'avais que des coups à prendre en chantant ça. Oui, et ben j'en ai pas pris. Parce que je crois que tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, n'oublie pas que je la chante toujours. Il ne s'est pas fait un spectacle où tu ne la chantes pas. Mais elle a évolué depuis 50 ans. Elle a vraiment évolué. Elle est assez, on va dire, monstrueuse dans le bon sens du terme. Le nombre de gens qui ont des religions différentes, c'est-à-dire, ça va des juifs aux chrétiens, aux orthodoxes. J'ai eu des musulmans qui m'ont dit la même chose. Il y a une façon de voir Dieu, il y a une façon d'avoir la foi, et il y a une façon de supporter ceux qui se mettent à la place de Dieu. Bien sûr. Et ça, c'est les vendeurs, les marchands du temple. C'est les marchands du temple, si tu veux. Et cette chanson, elle était de l'autre côté de Ce n'est pas de Je t'aime, tu vois. Je l'ai chantée au début, parce qu'elle déménageait, oui. Et puis après, elle a pris une puissance de profondeur d'esprit. Elle parle aux gens, tout simplement. Tout simplement. Mais tout simplement. Elle est très, 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 très forte. Il n'est pas concevable, et on parlait de la place de la chanson dans le Tour de Chant, elle se situe toujours aux environs de Mon Vieux. Elle était un peu avant, un peu après, mais toujours dans Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. On l'écoute tout de suite. Daniel, tu as pensé à ce qu'aurait pu être ta vie si tu n'avais pas été chanteur? Il t'arrive de temps en temps ça m'a un peu effleuré. Ça m'a un peu effleuré, et j'avoue que j'ai un énorme point d'interrogation. J'ai toujours été dans ma tête chanteur. Il y a eu des périodes où je me suis dit, si ça marche pas là, il va falloir que je fasse autre chose. Et puis je m'en foutais, parce que il y a jamais eu de saut métier pour moi. Donc aller bosser, c'était pas la chose la plus compliquée. Mais tu connais la phrase de Brel, il n'y a pas de saut métier pour un père de famille. Exact. Je la connaissais pas, je ne la connaissais pas, mais je me suis jamais posé la question. De la même manière d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des périodes difficiles, j'allais chanter avec des playback orchestres. J'ai fait dans les hypermarchés, j'ai fait des soirées privées. J'ai fait des parkings d'hypermarchés où on venait faire les chanteurs. J'y allais, ça me posait pas de problème. L'essentiel, c'était qu'il y ait un toit sur la tête des enfants et qu'il y ait à manger et qu'aucune question ne se pose. Mais écoute, ça c'est un joli message. Est-ce que tu penses qu'après quelques 50 ans de carrière, est-ce que tu penses que le public te connaît vraiment maintenant pour qui tu es? Le public, non. Des gens, oui. Il y a des gens qui m'aiment bien depuis le début. Il y a des gens qui me découvrent parce qu'ils ont 30 ans, 40 ans, et quand ils étaient mômes, les parents les obligeaient à écouter sur la route les cassettes de Guichard. Et au début, ça les gonflait, puis après, ils ont découvert qu'en fait, il y a des choses qui se disaient qui les concernaient. Ces gens qui m'aiment, c'est important. Eux, ils sont importants pour moi. Ceux qui ne s'intéressent pas à moi, j'essaie pas de les convaincre. Ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Ta plus grande fierté, je vais mettre des guillemets autour de ce mot, ton plus grand bonheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir qu'il y a plusieurs de tes chansons qui sont rentrées aujourd'hui dans la mémoire collective? Ah oui. Ah oui, mais c'est le fantasme. C'est ta Légion d'honneur à toi, ça? Ouais, je suis pas trop pour les médailles. On a essayé de m'en refiler 2 ou 3, mais en passant. Non, on a essayé de m'en refiler. J'ai jamais été client, mais c'est vrai que je crois que c'est honnêtement le fantasme de tout chanteur ou chanteuse honnête. C'est-à-dire, un jour, on ne sait plus qui tu es, on ne connaît pas vraiment ton nom, mais il y a une chanson qui chante. C'est la chanson. J'étais venu ici dans ces studios il y a quelque temps et on m'avait fait la chanson, le rappel de la chanson de Trenet. Longtemps après que les poètes ont disparu. Leur chanson court encore dans les rues. Voilà, exactement. Eh bien, c'est ça les chansons. Alors, une petite transition, quelqu'un qui a été reconnu pour ce qu'il avait envie d'être à la toute fin de sa vie. On se souvient de son intervention, il avait plus de 84 ans, lorsqu'on lui a donné une victoire de la musique, et c'est Henri Salvador qui avait fait un discours drôlatique quand on lui a donné cette petite statue pour Chambre avec vue. Et Henri Salvador, c'est quelqu'un que tu as choisi dans les chansons de ta vie. Oui.
Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il avait chanté cette fabuleuse chanson « J'aimerais t'en voir, Syracuse », dont on a parlé, avec Bernard Dimet. Et Bernard Dimet, c'était un pote, c'était un personnage extraordinaire. Que tu as rencontré ? Ah oui, il a même dormi à la maison. On écrivait des trucs, on a picolé ensemble, on a fait les cabarets. Je me suis même amusé sur scène à dire un de ses poèmes, La Crucifixion, à l'Olympia. Donc c'était pas... Quand même. Ah oui, c'est d'ailleurs, je cite sans cesse un morceau de ce poème, parce que c'était un grand poète. Bon, il était pas de gauche, mais c'était un grand poète. Et il disait, dans La Crucifixion... Est-ce qu'on est forcé d'être de gauche pour être un grand poète ? Pour qu'on en parle bien, oui, c'était mieux. Maintenant, ça se passe. Maintenant, ça passe. Il disait d'ailleurs dans ce poème, comme disait mon vieux père, la poisse, elle vient toute seule. Mais plus tu veux jacter, plus qu'elle vient rapidement. C'est une grande qualité de savoir fermer sa gueule. Mon père, pour un ivrogne, il manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait, jugement, c'est par là que ça commence. En fait, c'est le jugement du Christ, mais c'est revu et corrigé par Bernard Dimet, c'était fort. On revient à Henri Salvador. Et Henri Salvador et à Syracuse. Mais Henri Salvador m'a dit un truc il y a pas mal d'années. Il m'avait dit à mes débuts, écoute, tu veux chanter, chante. Gratuitement, chante n'importe où, mais chante. Si tu veux devenir un chanteur, va chanter. Attends pas qu'on t'appelle. Qu'est-ce qu'il avait raison ? C'est Jacques Brel disant à Henri Tachant qui le chope dans une pizzeria à Montréal. Moi, monsieur, je voudrais, là, je suis serveur ici et je voudrais, à l'époque où il s'appelait Tadjian, je voudrais devenir chanteur. Et Brel lui répond, tu montes sur la table elle est vide. Et tu montes sur la table et tu chantes, je t'écoute. Bon, voilà, mais c'est une réalité. Il faut faire abstraction de tous les fantasmes. Il faut faire abstraction de toutes les peurs qu'on peut avoir et se dire, je veux faire chanteur. Bon, j'y vais. Et ça te fait pas mal au cœur de voir qu'un type comme Bernard Dimet, qui est mort très prématurément, il avait à peine 50 ans, est mort quasiment, enfin, aujourd'hui on en parle. Après sa mort, des gens comme Charles Aznavour ont enregistré des albums entiers. Tu nous en parles. De plus en plus son nom circule, mais à l'époque où il est mort, j'ai l'impression qu'il est mort dans l'indifférence la plus totale. Ça fait mal au cœur quand même. Ça m'a toujours fait mal au cœur, mais le personnage était tellement truculent, je crois qu'il avait son univers à lui, et les cons n'y avaient pas de place. Tu connais l'histoire de cette chanson, Syracuse ? Non. En fait, un jour, il se retrouve avec Salvador et il décide de faire une chanson avec les plus beaux mots de la langue française. C'est le cahier des charges. Donc voilà, Henri prend sa guitare, c'est à la guitare, et lui, tiens, on va faire un truc, il part sur Syracuse. Syracuse, quand on est passé en Italie, Syracuse, c'est vraiment pas une ville magique du tout. Je l'ai vu en bateau, c'est pas terrible. Hein. C'est pas beau du tout. Et donc ils décident. Mais le mot est beau. Le mot est beau, et donc ils font ce texte flamboyant, magnifique. L'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux. C'est une beauté totale. On rêve. C'est magnifique. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à baisser l'aile sous le vent, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Tu sais quoi, pour qu'on se souvienne bien des paroles, on va l'écouter. C'est mieux tout quand de suite. il le chante, lui. On va l'écouter. Syracuse, Henri Salvador, le choix de Daniel Guichard dans les chansons de ma vie, les chansons de sa vie, les chansons de ta vie, Daniel, sur Radio J. Tu as beaucoup d'amis dans ce métier ? Très peu. Très peu. Très peu, c'est pas un parce métier que... où il est difficile d'avoir des potes ? Pas du tout. Je crois qu'il y a une époque que tu as aussi bien connue, dans les années 70, début 80, il y avait beaucoup d'émissions de radio, beaucoup d'émissions de télévision. On se retrouvait plusieurs fois par semaine chez Drucker, chez Guy Lux, chez Pierre, chez Paul, enfin comme ça. On allait sur les plateaux de radio à RTL, à Europe 1, France Inter. On était obligés de se rencontrer et le côté sympathie, j'ai toujours été un peu à l'écart et j'avais des potes. C'est Jérôme, c'était le Normand. C'est Jérôme que tu as suivi jusqu'au bout. C'était un garçon, c'était mon pote, le plus gentil de ce métier. Mais ce qu'il y a simplement, c'est que j'étais pas à avoir des relations avec les gens pour avoir des relations. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu timide dans mon coin. Et puis ta liberté chérie que tu voulais garder à tout prix. Et c'est cette forme d'indépendance que tu défends. Oui, c'est ça. Et bon, c'est pas pour ça que j'aimais pas les gens, mais quand j'étais dans le Sud, et les gens sont venus dans le Sud, et il y a beaucoup d'artistes qui sont passés parce qu'ils chantaient dans le coin, ils venaient chez moi, ça va, il n'y avait aucun problème. Je crois que tu as été extrêmement actif à la naissance des Restos du Cœur. Ouais, mais j'accompagnais Coluche. J'accompagnais Coluche parce que son idée, c'était de réussir d'une manière plus structurée ce que je faisais avec les spectacles pour la lutte contre le cancer, pour acheter du matériel de résonance magnétique nucléaire qu'on a donné à un hôpital. C'était d'ailleurs Léon Schwarzenberg qui m'avait titillé parce qu'il m'avait dit un jour qu'il passait plus de temps à chercher de l'argent
pour aider les services dans lesquels il travaillait que de faire le médecin, quelquefois. Donc, je me suis dit, bon, on va prendre des artistes, il y en a 35 qui sont venus avec moi, et lui m'avait fait passer le message, et je suis allé le voir, et on avait discuté, et il m'avait dit, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des fils à Paul Lederman qui sont à HEC. Oui. Ils sont en train de m'aider à structurer ça. On a des retraités de l'administration qui vont nous aider à fiscalement. Cadrer, parce qu'il fallait cadrer la chose. Et il a commencé avec le chapiteau à Aubervilliers, oui. Toi, se servir de ta notoriété aujourd'hui, mais comme tu l'as toujours fait, pour essayer de corriger certaines injustices, parce que ce monde n'est pas fait pour tout le monde. Il est imparfait, de toute façon. C'est ta manière à rendre, c'est ta manière à toi de rendre à la vie ce qu'elle t'a donné. Mais c'était une obligation de ma part, parce que quand on m'a dit, mais tu te rends compte du travail que tu fais pour la lutte contre le cancer, tu réserves les salles, tu réserves les hôtels, tu t'occupes des restaurants pour les artistes qui viennent, quelquefois même, il m'est arrivé de mettre les chaises dans les salles, parce qu'on me donnait la salle, mais je me débrouillais, mais tu te rends compte tout ça, mais c'est un renvoi normal. J'ai eu le gitan grâce à des gens. Au public. Je suis sorti d'une situation économique catastrophique, difficile, grâce à ces gens. La moindre des choses, c'est de renvoyer. On a tous dans nos familles quelqu'un qui a eu un cancer, qui en a guéri ou qui en est décédé. On n'a pas le droit d'être distant. Tu as conscience de ce que tu représentes pour les gens? Tu as conscience de ta notoriété? Un petit peu par moment, mais sincèrement, non. C'est quelque chose avec laquelle tu ne t'encombres pas? Non, c'est pas ça, c'est que je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte que l'âge aidant, je suis de temps en temps statufié. Donc ça fait... Faut faire attention avec les statues, les pigeons. Oui, mais c'est pas grave. Il faut avoir l'humilité, mais les pigeons ont besoin de se reposer. Mais non, ça commence à venir. Oui, de temps en temps, je me rends compte. Être populaire, être célèbre, je sais ce que c'est, j'ai eu, mais représenter émotionnellement quelque chose tel que tu poses la question, je m'en rends compte petit à petit. Et c'est un vrai cadeau, ça. Ah, c'est quand les gens te disent, mon père a voulu se faire enterrer avec la chanson. J'ai eu, parmi tous les témoignages, et j'en ai eu beaucoup, une femme portugaise, son papa était là depuis toujours, et il a voulu être enterré avec son disque dans son cercueil. Et ils ont joué Mon Vieux, bien sûr, mais il a voulu... Là, tu prends une bouffe et tu te dis, oula, reste humble, mon garçon. Reste humble, te la pète pas. Il faut être à la hauteur de ce genre d'hommage. On l'est jamais. On l'est jamais parce que tu te dis, des gens ont considéré à travers quelques-unes de tes chansons que tu accompagnais leur vie, parce que c'est eux qui ont décidé, c'est pas toi qui les as obligés. Ce qui est le cas d'ailleurs. Ce qui est le cas, et qu'à la fin de leur existence, tu as été tellement représentatif de certaines de leurs émotions, ils partent en voyage avec toi. Ça va, humilité. Bon, on sent qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Non, les rencontres étaient sympathiques, et c'était des rencontres avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Alors Daniel, on va continuer à jouer notre balade en chanson avec quelqu'un dont tu nous as parlé tout à l'heure, un tube inoxydable, puisque cette chanson a 78 ans. Elle est rentrée d'ailleurs dans le domaine public. C'est Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, ça m'a toujours fait rire. Elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle Martinet. Ouais, déjà pour les gosses. Mais c'est vrai que je ne savais pas. J'ai jamais regardé les auteurs. C'est Vinci et Martinet. Oui, Vinci, je savais. Mais c'est Martinet pour les parents. Martinet pour les mômes, le Père Noël. C'est le Père Fouettard quand même. Ouais. Cette chanson, tu l'as reprise, bien sûr. Oui, mais je me suis amusé. Je l'ai reprise à l'école, à côté de chez moi, parce qu'il y a une école communale juste à 3 pas. Et on avait fait un jour un petit Papa Noël avec les enfants de la classe d'un de mes garçons. Et ils étaient tous venus dans le studio d'enregistrement et ils avaient fait un disque. Alors, je sais pas, il y avait 30 exemplaires de disques, mais ils avaient tous fait leur chanson Petit Papa Noël. Parce que, quelque part, je leur ai fait subir ce que j'avais quand j'étais petit, quoi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mon soulier, il a grandi quand même. Il est quoi, 44, 43? Non, je dois faire 41. C'est un beau soulier. C'est dans le raisonnable. On écoute celui de Tino Rossi. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Le Petit Papa Noël inoxydable de Tino Rossi. Extraordinaire. C'est dingue d'ailleurs parce que aux États-Unis, au Québec, la tradition des chanteurs enregistrant des chansons de Noël, c'est très commun. C'est courant. En France, pas beaucoup. Non. Ça fait ringard encore de chanter. Oui, mais n'oublie pas que lorsque j'ai eu la chance de commencer à être producteur de mes disques, la première chose que j'ai fait, en même temps que je chantais des nouveautés, je chantais, je faisais un Piaf. J'ai fait un album de Trenet. J'ai fait un album des chansons des
autres. Je le faisais pas pour faire ce que d'autres ont fait plus tard et qui a bien marché. Je le faisais parce que ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Il y a des chansons extraordinaires qu'il faut pas laisser dans des tiroirs. Est-ce que tu as produit des jeunes artistes, ce qui t'est souvent arrivé d'avoir des coups de cœur? On a eu Valentin Virling, qui est un jeune chanteur plein de talent, et qui est venu en tournée, que j'ai emmené avec moi pendant un peu plus de 2 tournées, qui a du talent, mais c'est difficile aujourd'hui pour un chanteur d'être programmé. Il y a presque plus de musique dans les radios. Et en tout cas, pour la grande tradition, pour l'esthétique chanson française telle que nous l'aimons, ici, et telle que tu l'aimes, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment grande place, ni à la télévision, ni à Il n'y a plus d'émissions de radio, il n'y a plus d'émissions de télévision où on a banalisé le fait de se dire mais c'est essentiel pour des hommes et des femmes qui mettent ça en fond sonore ou qui regardent. On a rentabilisé l'espace visuel ou auditif. Écoute, il reste cette émission que je te remercie d'être venu faire. Je rappelle ton actualité, Daniel, le Grand Rex. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et la tournée qui suit. Et la tournée qui suit. Cette très jolie chanson que nous avons entendue en début de programme, Un matin sur la Terre. Et puis, ma toute dernière question, celle que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier t'a fait à ce jour? Le plus beau cadeau, c'est une salle pleine. Quand les gens sont là, ce sont des inconnus qui viennent te dire qu'ils t'aiment, qui sont curieux de voir ce que tu vas faire pour leur faire plaisir et leur faire passer 2 heures. Eh bien, gageons que le 8 janvier prochain, le Grand Rex sera plein et on sera là pour venir t'applaudir. C'est gentil. Merci Daniel. Au revoir. À bientôt.